Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Le président Alassane Ouattara est depuis quelques jours à Berlin, en Allemagne. Le chef de l'État a pris part hier à la conférence économique G20 Afrique sur la promotion des investissements privés sur le continent africain. Cette conférence avait pour objet de faire le point sur la mise en œuvre du projet Compact with Africa. Vous le verrez en tout début de journal. Dans le but d'éviter une fois de plus les dégâts humains et matériels que la Côte d'Ivoire a connus lors de la dernière période de fortes pluies, le gouvernement a choisi de prévenir plutôt que guérir. Tous les acteurs concernés se sont réunis hier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour définir les mesures à arrêter. Ils avaient triché sur leur âge pour participer aux éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans. La justice béninoise vient de condamner à plusieurs mois d'emprisonnement l'ancien président de la Fédération béninoise de football, l'entraîneur, ses adjoints, le médecin de l'équipe et une dizaine de joueurs concernés. Tout d'abord, ouvrons ce journal à Berlin, en Allemagne, où se trouve en ce moment le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a pris part hier mardi à la conférence économique G20 Afrique sur la promotion des investissements privés sur le continent. Un an après le lancement de l'initiative, il s'agit de faire le point sur la mise en œuvre du programme Compact with Africa. Le reportage d'Awa Touré à Berlin. La conférence économique G20 Afrique autour des investissements directs inaugure une nouvelle ère dans les relations de coopération entre l'Allemagne et le continent africain. Il s'agit de créer de meilleures conditions d'investissement pour les opérateurs économiques européens et africains. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, il ne faut pas parler de l'Afrique, mais parler avec l'Afrique à travers un partenariat profitable à tous. L'initiative du pacte avec l'Afrique représente une nouvelle approche. Il s'agit ici d'un partenariat ouvert d'égal à égal qui profite également à tous les participants. Et nous savons bien entendu que chaque pays en Europe, mais également chaque pays africain a ses spécificités, représente des sites particuliers. C'est la raison par laquelle il est important que chaque pays partenaire du pacte avec l'Afrique améliore les conditions pour le développement des affaires dans son pays. Il est important également que les différents pays partenaires expriment ses attentes pour dire comment est-ce que l'on peut les soutenir, mais également que ces pays partenaires nous disent également quels sont les soutiens dont ils ont besoin sur la voie des réformes. Pour cette mandature, Angela Merkel a décidé de la mise en place d'un fonds d'investissement de plus de 655 milliards de francs CFA en faveur des petites et moyennes entreprises. Autre articulation de cette cérémonie, la présentation de grands projets structurants financés par l'initiative Compact with Africa au Sénégal, en Éthiopie, au Togo, au Bénin, au Rwanda, en Guinée, en Égypte et en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui bénéficie d'un projet financé par le groupe Alliance, projet qui consiste en la création d'un pôle informatique appelé à se déployer en Afrique, une plateforme pour développer les paiements mobiles. Je voudrais saluer à nouveau Madame la Chancelière pour ses initiatives et la féliciter pour donc son engagement pour aider le continent africain à continuer de travailler, à réduire la pauvreté. J'adresse bien évidemment mes salutations à tous mes frères chefs d'État qui sont présents et leur dire que la Côte d'Ivoire est heureuse de faire partie des pays de Compact. Les performances que nous avons réalisées dans ce domaine ont favorisé le retour à Abidjan de la Banque de développement allemande KfW et conduit plusieurs entreprises allemandes, dont Allianz et Siemens, à choisir Abidjan comme siège de leurs bureaux régionaux pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et cela aussi a permis à mon pays de bénéficier d'une ligne de crédit de 100 millions d'euros pour le financement de projets pour les énergies renouvelables. Je suis heureux d'annoncer qu'une centrale solaire de 37,5 MW, cofinancée par la KfW via un prêt concessionnel de 27 millions d'euros et l'Union européenne, avec un don de 9,7 millions d'euros, est en cours de réalisation. Je voudrais dire à quel point nous sommes reconnaissants aux entreprises et aux investisseurs allemands
d'être présent sur le sol ivoirien et sur le continent. Des accords pour la réalisation de nouveaux projets ont également été signés. Des projets d'aide à l'industrialisation, de formation professionnelle, d'éducation, ainsi que dans les domaines des énergies renouvelables et des hydrocarbures. Et pendant ce temps, ici à Abidjan, le gouvernement prend des dispositions pour prévenir les dégâts à quelques mois des pluies, des prochaines pluies, après le triste épisode du mois de juin dernier où les pluies diluviennes avaient endeuillé la Côte d'Ivoire. Les autorités veulent tout mettre en œuvre pour ne pas le revivre. D'où cette rencontre hier au plateau de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité et l'ensemble des partenaires ministériels concernés, des partenaires donc des départements ministériels concernés par la question. Réunion à laquelle a assisté notre reporter Abou Sanogo. La problématique du drainage des eaux fluviales dans le district d'Abidjan au cœur d'une rencontre initiée par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Oulouto, élargie aux différents départements ministériels concernés par les dégâts humains et matériels causés par les fortes pluies, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ce pour porter la réflexion sur les mesures et recommandations proposées par l'atelier d'août 2018. Et pour la présente rencontre, il s'agit d'élaborer, selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, des mesures à prendre à l'effet de préserver des vies humaines pendant les prochaines pluies. À 5 à 6 mois des prochaines saisons des pluies, il était important aux membres du gouvernement directement concernés par la question, et cela sur instruction du Premier ministre, de se retrouver pour échanger d'abord sur le bilan des travaux effectués et ensuite élaborer les différentes mesures à prendre pour que la prochaine saison des pluies puisse être traversée par nos populations dans la quiétude. Les recommandations portent, entre autres, sur la gestion des déchets solides, l'occupation du domaine public et la réglementation en matière d'urbanisme et d'occupation des sols. Par ailleurs, il sera procédé au curage et à l'aménagement des cuvettes. Et ces travaux nécessitent plusieurs déguerpissements. Cette rencontre a donc eu lieu hier mardi, et dans la même journée d'hier, l'actualité, c'était cette visite d'Amédée Kofi Kwaku sur le chantier de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise dans la commune de Treichville. Lancé en novembre 2016, les travaux de l'ouvrage sont toujours en cours et le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est allé s'enquérir de l'état d'avancement du chantier dont la livraison est prévue pour le dernier trimestre 2019. Taux actuel de réalisation, 33%. Jean-Luc Bangbo. Les travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise à Treichville, au célèbre carrefour Solibra, avancent. Et bien même, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est venu lui-même faire le constat. Nous sommes venus visiter le chantier, les travaux avancent très bien. Nous sommes à un taux de réalisation d'environ 33%, alors qu'à la date d'aujourd'hui, on devait être autour de 30%. Le chantier est prévu durer 36 mois. Nous pensons pouvoir tenir donc les délais. La livraison de l'ouvrage est prévue pour octobre 2019. Situé à la jonction des boulevards Valéry Giscard d'Estaing et de Gaulle, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est réalisé par 300 personnes, dont 280 Ivoiriens. Les travaux, cependant, ne se font pas sans désagrément pour les nombreux automobilistes qui empruntent ces tronçons. Ce chantier cause quelques désagréments parce que pour pouvoir réaliser cet ouvrage, il a fallu qu'on rétrécisse la circulation, que les Ivoiriens sachent que les travaux avancent bien et que très bientôt, avec ce bel ouvrage, la gêne qui est causée actuellement sera un vieux souvenir. L'infrastructure d'une valeur de 28 milliards de francs CFA est financée par le Japon à travers l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Elle va permettre de fluidifier le trafic routier entre les zones sud et nord de la capitale économique ivoirienne. L'ANARE, c'est l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Depuis le 12 octobre 2016, l'instance a changé de statut. Autrefois rattachée à un ministère, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'ANARE est désormais une autorité administrative indépendante au pouvoir renforcé. Un changement qui marque le début d'une série de réformes visant à améliorer la régulation dans le secteur de l'électricité. Mais comment ces réformes sont-elles perçues des consommateurs? Sont-elles efficaces? Produisent-elles les effets
escompté? Comment les consommateurs sont-ils protégés face aux abus des opérateurs d'électricité? Voilà autant de questions dont vous trouverez réponse dans ce grand reportage signé Cheikh Koné Aboubakar. Cocody Riviera. Voilà 3 mois qu'Arlette Tapé, chef d'entreprise, a constaté une augmentation irrégulière de sa facture d'électricité. Ce matin, elle reçoit la visite des techniciens de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE. Avant, la facture d'électricité d'Arlette oscillait entre 100 et 120 000 francs CFA. Mais depuis, cette mère de famille doit débourser environ 250 000 francs CFA, et ce, malgré les mêmes habitudes d'utilisation et les mêmes équipements. On nous a conseillé de changer de compteur, donc on est passé à un triphasé, mais la facture qui est venue après ça était le triple de notre facture habituelle avec les mêmes appareils. Et c'est comme si on n'avait pas payé de facture d'électricité du tout. Une situation intenable pour cette chef d'entreprise. Elle s'est aussitôt tournée vers le régulateur après plusieurs réclamations restées sans suite auprès de la compagnie chargée de la distribution d'électricité. Nous avons eu à faire des vérifications au niveau des documents que le concessionnaire devait nous remettre, qu'après moult échanges, ils ont fait un redressement, une régularisation, je dirais, pour ramener en fait la cliente pour le montant qu'elle devait en temps normal payer. Plus loin, cette fois chez Bouraïma Sawadogo, victime d'une anomalie de compteur bloqué. Sa facture d'électricité présente un montant 4 fois inférieur à sa consommation habituelle. Pour s'éviter des ennuis, Bouraïma saisit la compagnie d'électricité à 2 reprises sans suite. Contre toute attente, l'usager est accusé de fraude. Une pénalité d'1 million de francs CFA lui est infligée. Ils sont arrivés, ils ouvrent la porte, ils regardent, ils démontent mon compteur, ils me disent que le compteur est touché, que le capot est ouvert, quoi manipulé, fusible manipulé, et que quoi qui est crampé à l'intérieur, c'est des termes techniques que je ne maîtrise pas. Ces types de litiges entre consommateurs et opérateurs sont légion, les abus aussi. Les litiges portent généralement sur des cas de facturation, des cas d'arriérés ainsi que des cas de fraude. De 2014 à 2017, le montant des litiges sur des contestations de factures était estimé à 2 620 millions de francs CFA. Une situation qui soulève la problématique de la régulation du secteur de l'électricité. Déjà en 1998, l'État mesure l'ampleur de la situation et procède à une réforme institutionnelle qui voit la création de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE. Sa mission, conseiller, assister les consommateurs d'électricité et traiter leurs plaintes nées des litiges avec le concessionnaire. C'est le cas du sexagénaire Osei Hachi, venu d'Agoville, 80 km d'Abidjan, pour porter une plainte auprès du régulateur. Propriétaire d'un complexe hôtelier, Osei a été privé d'électricité depuis près de 2 mois. Ils ont dit que j'ai coupé le pont numéro 3 du compteur. Moi, je suis un client, je paie ma facture. Ce qu'on appelle pont numéro 3, je n'ai jamais vu, je ne sais même pas ce que c'est. Et on me dit depuis 6 822 035 francs. Donc je viens à l'ANARE pour voir est-ce que c'est dans la logique des choses. Bonne ou mauvaise foi de l'abonné accusé de fraude, une chose est certaine, face à la détresse exprimée par ce consommateur, la procédure de recours est enclenchée par le régulateur. De plus en plus, le consommateur doit avoir le réflexe de se dire « j'ai un régulateur chez qui je dois porter un recours ». La commercialisation de l'électricité est dévolue à un seul opérateur pour le moment. Donc il ne faut pas qu'ils se sentent seuls en se disant « comme il y a le monopole, je n'ai pas le choix ». Ils ont le choix. Et ce choix-là, c'est de saisir le régulateur. Et fait important, cette saisine-là est gratuite. En 2017, l'institution a enregistré au titre des règlements des litiges 351 plaintes, 586 appels, 952 visites, 17 679 saisines via les réseaux sociaux et 91 demandes d'assistance. 75% de ces plaintes ont été résolues. Malgré cette relative performance, l'ANARE n'est toujours pas connue du grand public après 20 ans d'existence. Un taux de notoriété qui avoisine à peine les 14%. Pour inverser la tendance, l'organisme accentue sa politique de proximité. Des caravanes de sensibilisation en partenariat avec des associations de consommateurs sillonnent tout le pays. ANARE est là et l'ANARE est notre avocat auprès de la CIE pour défendre les consommateurs. Des points d'accueil du conseil d'électricité dénommés Parcelles sont ouverts, mais aussi des rencontres d'information, comme c'est le cas ici à Yopougon-Niangon.
À la demande du syndic de cette cité, une équipe de l'ANARE a tenu une séance d'information et d'explication sur les droits et devoirs du consommateur. Avant, nous ne savons pas quel organisme qui peut nous aider et cela fait que nous laissons tomber complètement les choses que nous pouvons poursuivre. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits. On leur reproche la lourdeur au niveau même du traitement des dossiers. On a plein de consommateurs qui nous saisissent ou des questions qui doivent peut-être, où le règlement doit prendre un laps de temps, mais il y a toute une période qui reste où vraiment le consommateur reste sur sa faim. Pour permettre une véritable régulation du secteur ivoirien de l'électricité et faire de lui le premier marché énergétique de l'Afrique subsaharienne à l'horizon 2030, l'État a engagé plusieurs réformes. La plus récente est le changement dans le système de régulation. L'ANARE, une société d'État, est devenue depuis octobre 2016 l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARECI, une autorité administrative indépendante avec des pouvoirs renforcés. Créer un régulateur sous forme d'autorité administrative indépendante est un engagement de l'État d'apporter de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur de l'électricité. C'est une façon d'attirer les investisseurs, mais aussi de protéger les consommateurs surtout. Désormais, l'ANARECI fait office d'une quasi-juridiction. Elle contrôle, enquête et sanctionne. Avec ce nouveau statut opérationnel seulement il y a quelques mois, l'ANARECI affiche clairement ses ambitions. Pour l'ANARECI, les perspectives pour nous, c'est d'améliorer nos outils de surveillance de la qualité du service. On est en train de développer, je dirais, des outils économiques pour que les études tarifaires soient les plus simples possibles pour permettre à l'État d'avoir une bonne visibilité. L'engagement de l'État à travers ces réformes ouvre de meilleures perspectives qui vont, à terme, améliorer la protection des consommateurs et par-delà, améliorer la qualité de service. Surtout que l'État a annoncé l'ouverture à la concurrence du segment de distribution dans le secteur de l'électricité. C'était un dossier signé Cheikh Koné du service économie de la rédaction. Venons-en à présent à la gestion des limites des territoires, une gestion que l'AFOR, l'Agence foncière rurale, veut améliorer. En collaboration avec la Direction générale de l'administration et du territoire et le BNET, l'agence a récemment mis en place un projet de numérisation des dossiers de délimitation des territoires des villages. Programme exécuté par la cellule de numérisation des dossiers de délimitation des territoires de villages installé le 10 octobre dernier. Et cela fonctionne. À ce jour, sur 809 dossiers reçus, 731 ont été traités et sont intégrés dans le système d'information foncière. Konaté Moussa, témoignage. La numérisation des dossiers des limites de territoire de village est effective. Grâce à un logiciel, tous les documents sur les délimitations des territoires sont désormais conservés de façon numérique. Un processus de sécurisation pour une meilleure gestion des questions liées au foncier rural. Toute la documentation administrative, au niveau des comités, au niveau sous-préfectoral, au niveau des préfets, et même le dernier document qui est produit, qui est l'arrêté qui est produit au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, toute cette documentation-là est scannée, codifiée, et intégré au système d'information foncière. Les documents sur les limites des territoires en version numérique, une tâche dévolue à la cellule technique de numérisation des dossiers de délimitation des territoires de villages créée par l'Agence foncière rurale. Installée le 10 octobre dernier, la cellule enregistre à ce jour 809 dossiers reçus, dont 731 déjà traités et intégrés dans le système d'information foncière. Des résultats jugés satisfaisants. Cette cellule est pour nous un outil essentiel dans la gestion des informations foncières, en ce sens qu'elle constituera l'épicentre de notre système de stockage et d'archivage pour toutes les données relatives à la délimitation des territoires villageois sous l'égide de l'AFOR. Je voudrais donc vous féliciter particulièrement et vous renouveler mon encouragement. La cellule technique de numérisation des dossiers de délimitation des territoires de village est composée des cadres du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, de la Direction générale de l'administration et du territoire et de l'Agence foncière rurale qui assure le secrétariat technique.
Allons-y maintenant à Bouaké, dans la région de Gbeke, où 600 cas de grossesse en milieu scolaire ont été déclarés. Les responsables de l'éducation nationale de la région ont tenu à en informer la population. Selon eux, une sensibilisation est nécessaire pour lutter efficacement contre ce fléau. Le reportage de nos confrères de RTI Bouaké. 600 cas de grossesse en milieu scolaire dans la région de Gbeke. L'information vient d'être donnée par les autorités éducatives de la région. Communauté éducative, parents d'élèves, ONG, tous sont interpellés. La sonnette d'alarme vient donc d'être tirée. Le nombre est inquiétant. Nous sommes à près de 600 au primaire comme au secondaire. Que les parents prennent conscience que la scolarisation d'une petite fille ne se résume pas qu'à l'inscription. À l'heure actuelle, priorité à une sensibilisation accrue. L'école, la santé, la justice, une synergie d'action pour venir à bout du phénomène. Bouaké ne saurait tolérer ce coup de massue porté à l'avenir de ses enfants en formation, seul espoir certain du développement futur de cette partie du pays. Les grossesses chez les élèves avant l'âge de 18 ans sont considérées comme des grossesses à risque. Ces grossesses s'accompagnent généralement d'infections sexuellement transmissibles. J'ai regretté le fait qu'il n'y ait pas de passerelle entre la direction régionale et le parquet. Lorsqu'on me dit que la majorité des auteurs de ces grossesses-là, ce sont les élèves eux-mêmes, il appartient quand même aux différents responsables des établissements de les dénoncer pour que le parquet puisse diligenter des enquêtes. Les jeunes filles, victimes de ce phénomène qui n'a que trop duré, donnent de la voix, comme pour dire chaque chose en son temps. La grossesse, ça peut faire qu'on ne peut pas procréer dans le futur. Le Gbeke compte 2 directions régionales de l'éducation nationale. Ce sont au total 18 020 filles qui y sont inscrites. Aucune d'entre elles n'est à l'abri d'une grossesse. De retour ici à Abidjan, une table ronde sous-régionale sur les mesures préventives de l'extrémisme violent dans le Conseil de l'Entente a été organisée hier mardi. Une occasion pour les représentants des 5 pays membres de l'espace Entente et leurs partenaires d'évaluer les stratégies intégrées de lutte contre le phénomène, stratégies adoptées lors de l'atelier des 24 et 25 mai dernier. Le reportage d'Olivier Iriebi dans un récit d'Abou Sanogo. L'incivisme, l'insécurité, les violences armées, des fléaux qui impactent considérablement le développement des pays dans la sous-région. Pour apporter des solutions adéquates à ces phénomènes, les pays membres du Conseil de l'Entente, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire, ont élaboré un plan stratégique de lutte pour faire face à l'extrémisme violent au sein de leur espace. Quelques mois après la mise en œuvre des mesures intégrées, une table ronde a été initiée par le Conseil de l'Entente pour évaluer les acquis. Nous avons observé que déjà les recommandations qui ont été faites au mois de mai, dans certains pays, ces recommandations commençaient à être appliquées comme au Burkina. Le Conseil de l'Entente, sa mission, c'est de contribuer à instaurer un climat de paix dans son espace, de manière à favoriser le développement. Pour le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, même si quelques avancées ont été réalisées au plan militaire, des efforts restent encore à faire. Avec tout ce que nous sommes en train de faire, la conjugaison des efforts de tous, de toutes les organisations, de la société civile, des institutions intergouvernementales, les États eux-mêmes, nous y arriverons. En vue de l'éradication du phénomène dans les pays de la sous-région, des partenaires apportent leur contribution. Une rencontre, c'est aussi un financement à la clé, mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'état d'esprit que nous partageons. Ce problème de la violence extrémiste, il est partout. C'est en 2016 que l'initiative de conversation régionale pour la prévention de l'extrémisme violent dans la sous-région a été lancée par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Un peu plus de 3 milliards de francs CFA ont été mobilisés par les pays membres du Conseil de l'Entente dans le cadre de la mise en œuvre des mesures préventives sur les 2 prochaines années. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, le jeudi 1er novembre, demain jeudi donc 1er novembre, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national.
Fin de formation pour plusieurs journalistes et techniciens. Ils ont été formés à l'issue d'une initiative de Radio France Internationale à la mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tous les deux journalistes et techniciens de RFI, assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, au Mali. La formation a duré 2 semaines. Elle a eu lieu ici même à Abidjan grâce à un partenariat entre la RTI et RFI. Les précisions de Christian Dago et Salima Toudia. Ils sont 20 journalistes et techniciens à bénéficier d'une formation sur les techniques de reportage. Un module qui vise à détecter les talents chez les professionnels des médias. Une formation pour la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, 2 journalistes radio assassinés au Mali. On voulait vraiment perpétuer ce qu'ils savaient faire de mieux, c'est-à-dire du reportage de terrain. Et perpétuer leur esprit, la façon qu'ils avaient de travailler, c'est-à-dire à 2, toujours en équipe, toujours un technicien, un journaliste. Alors nous formons des journalistes et des techniciens, essentiellement au reportage. Donc comment on organise un reportage, comment on le prépare, comment on travaille sur le terrain et ensuite comment on restitue ce reportage sous forme d'un enrobé, donc avec des sons et des micros. Inculquer le goût du travail et l'esprit d'équipe sont entre autres les valeurs transmises durant cette formation. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est la collaboration qu'on montre entre le journalisme et le technicien, parce que ce sont 2 professions qui sont liées et il faut une certaine collaboration pour réussir à faire ressortir un travail de qualité, surtout que c'est un travail d'équipe. 2 journalistes et techniciens ayant démontré leur qualité de reporter bénéficieront d'une formation d'1 mois à Radio France Internationale et dans les écoles polytechniques et Lima en France. À son Excellence, M. Jair Bolsonaro, président élu de la République fédérative du Brésil. Excellence, votre brillante élection à la magistrature suprême de la République fédérative du Brésil m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. Le peuple brésilien, à travers votre éclatante victoire, vient de vous manifester sa confiance et sa parfaite adhésion à votre projet de société visant à conduire le Brésil vers plus de progrès économique et social. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former des vœux choisis de santé et de réussite totale pour votre Excellence, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le vaillant peuple brésilien. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement ainsi qu'à la diversification des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos 2 pays et nos 2 peuples. Très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'actu international à présent. Rendons-nous aux États-Unis d'Amérique sur place. Donald Trump envisage la suppression du droit de sol. Sur le continent africain, nous atterrirons au Bénin pour parler sport et condamnation. Mais avant, notre première destination, c'est la Guinée, où le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a été empêché hier de manifester. C'est l'actu en bref, compilation réalisée par Ahmed Traoré. Un dispositif a barricadé la résidence du chef de l'opposition Cellou Dalein Diallo pour l'empêcher de rejoindre ses troupes dans la rue. Les forces de police ont investi les alentours de son domicile pour l'empêcher, lui et ses camarades de l'opposition, de prendre la tête d'un cortège pour une marche non autorisée par les autorités guinéennes. Le chef de l'opposition reproche à Alpha Condé le non-respect des dispositions de la Constitution. Après cette marche avortée de l'opposition, un jeune manifestant a été tué à Conakry lors de heurts avec les forces de l'ordre. 12 mois d'emprisonnement, dont 2 fermes et 10 assortis de sursis. C'est la peine infligée à l'ancien président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharafou, à l'entraîneur, ses adjoints et aux médecins de l'équipe. Et ils sont reconnus coupables de complicité d'usage de fausses attestations. Ce pour permettre à des joueurs béninois de participer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Selon le calcul d'un avocat, ils totaliseront les 2 mois d'emprisonnement le 7 novembre prochain et devront recouvrer la liberté ce jour-là. La dizaine de joueurs concernés, ceux pour qui on a établi de faux actes de naissance, sont punis de 6 mois d'emprisonnement. À une semaine des élections de mi-mandat, Donald Trump annonce son intention d'abolir le droit du sol.
Le président américain estime ridicule que les enfants nés aux États-Unis de parents sans papier puissent disposer de la nationalité américaine. Cette décision serait contestée devant les tribunaux car elle remettrait en cause le 14e amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique qui qualifie des citoyens américains tout enfant né sur le territoire. Mais les républicains sont prêts à mener bataille jusqu'à la Cour suprême où ils détiennent désormais la majorité. Ils entendent faire valoir que cet amendement ne peut pas s'appliquer aux personnes illégalement présentes dans le pays. C'est la fin de ce journal. Ravi de vous l'avoir présenté. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.